Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale du Club Le Figaroïdé consacrée à la fin de vie, une question de civilisation avec un invité exceptionnel ce soir, Michel Houellebecq, l'écrivain dont la parole est rare dans les médias, a abordé dans ses ouvrages cette question délicate de la fin de vie, que ce soit à travers le suicide assisté dans La carte ou le territoire ou dans la misère des EHPAD dans Anéantir. Il est aujourd'hui opposé à la légalisation de l'euthanasie. On a fait un de ses combats, il nous expliquera pourquoi. Pour débattre avec lui ce soir, la médecin Claire Fourcade, qui est présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle évoquera elle aussi le sens de son engagement. Ensemble, nous reviendrons sur le projet de loi, évidemment, en cours de discussion, qui sera sur la fin de vie, qui sera débattu la semaine prochaine en commission en vue d'une adoption en mai. Les soins palliatifs et l'aide active à mourir devraient être séparés dans des textes différents. Alors est-ce un bon compromis ou bien est-ce un piège du législateur? Nous en débattrons. Enfin, nous évoquerons la façon dont la littérature et la fiction ont abordé et parfois anticipé le futur dystopique que nous prépare une généralisation de l'euthanasie. Mais avant cette discussion qui s'annonce passionnante, nous allons regarder le documentaire ensemble, le premier documentaire produit par le Figaro TV en partenariat avec INJAB. INJAB, c'est une plongée dans une unité de soins palliatifs où des bénévoles consacrent leur temps à accompagner des malades en fin de vie. C'est un film absolument bouleversant qui nous donne un autre regard sur ces derniers moments sans les édulcorer ni les assombrir. Et pour nous parler de ce documentaire ensemble, je me tourne vers vous, Laurence Descharette, bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction du Figaro, en charge du Figaro TV. Vous avez coécrit ce documentaire avec Katharina Marx, ce documentaire ensemble, et j'aimerais tout simplement que vous nous disiez quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers ce film et pourquoi avoir décidé de le tourner et de le montrer en ce moment. Comme vous l'avez dit, c'est un sujet d'une grande importance et en même temps dont le texte est en train de s'écrire. Donc c'est un sujet sociétal qui est comment à la fois victime de beaucoup de tabous et qui est dans le fond assez peu méconnu. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment en fin de vie? Qu'est-ce que c'est la fin de vie? Je pense que dans le fond, très peu de gens ont une approche juste de ce moment qui est particulièrement important. Par ailleurs, on pense souvent que c'est un sujet individuel, mais ce n'est pas du tout ça. C'est un sujet, comme vous l'avez fort bien dit, civilisationnel. C'est un sujet collectif. La question, c'est vraiment qu'est-ce qu'une société, comment une société voit l'humain, quelle est son approche de la souffrance, de la vie en général. Et donc, il nous a semblé que c'était vraiment un sujet qui nécessitait une approche en profondeur, beaucoup plus en profondeur que la manière dont il est souvent traité, aussi parce qu'il y a des a priori qui évidemment sont liés à nos peurs et à nos peines, etc. Et dans ce noir, finalement, que charrie ce débat difficile, douloureux, on a essayé de chercher là où était la lumière, parce qu'il se passe des choses aussi précieuses et très importantes en fin de vie. Et la lumière, on l'a trouvée dans les yeux des bénévoles qu'on a suivis. On a vraiment trouvé beaucoup de lumière. Ce qui nous a beaucoup intéressé chez ces bénévoles, c'est ce contraste entre cette mission qu'ils ont eux-mêmes choisi d'assumer, personne ne les a forcés. On croit que c'est une mission extrêmement difficile et eux racontent au contraire ce que ça leur apporte, combien ça leur apporte une joie profonde, ce que ça a changé dans leur vie. Et donc finalement, ce qu'ils nous partagent, ce n'est pas du tout un fardeau, c'est un trésor, c'est le trésor de la rencontre. Merci beaucoup Laurence Descharette. Lumineux, c'est le mot que vous avez employé. Je crois qu'il est approprié pour qualifier ce film que je vous propose donc de regarder tous ensemble maintenant et de nous retrouver ensuite pour notre discussion. La route pour aller à la maison, ça me renvoie souvent à la première fois que je l'ai faite. Chaque fois que je pousse la porte, je suis dans la peau d'un débutant. Je pense qu'à l'époque, je n'étais pas très consciente de ce qui me poussait à intervenir dans ce genre de lieu. C'est difficile ici parce qu'on est confronté à la mort, parce qu'on sait qu'un jour elle va arriver. Et nous, quand on est là, la vie, elle est toujours là, même jusqu'à la dernière minute. Regarde, tu arrives toi là? On ne mesure jamais vraiment trop ce qu'on donne. Par contre, on mesure bien ce qu'on reçoit. Ce qui nous intéresse en tant que bénévole, c'est pas la mort, c'est tout ce qui se passe avant. C'est la qualité de vie qu'on peut offrir pour leurs derniers moments. Qu'est-ce que c'est votre travail? Pompier?
Plombier. Plombier, ah mais voilà, plombier, on en avait parlé ensemble, ça y est. Impeccable. Si tu n'y arrives pas, on roulera, je te pousserai, nous te pousserons. Hein? C'est pas un problème. La mort, d'une façon générale, ça continue à être un scandale, cette histoire. C'est la condition humaine, c'est ça qu'on apprend ici aussi. Tu l'apprends, mais en même temps, ça reste toujours inacceptable. C'est curieux, on est entouré par la mort en permanence et par la vie en permanence. On n'est pas bénévole parce qu'on a des choses à combler, pas du tout. On n'est pas bénévole parce qu'on n'a pas bien fait avec nos proches. On ne ferait pas ça si on n'aimait pas les gens. On fera autre chose. Il m'a fallu des années ici avant de comprendre ce qui m'avait amené là. Bonjour Michel Houellebecq et merci d'avoir accepté de participer à cette discussion. On vient de voir ce film, ce documentaire que vous avez aussi regardé. J'aimerais vous demander tout simplement ce que vous avez pensé de ces images, qu'est-ce qu'elles ont éveillé chez vous? Beaucoup de choses. Hein. Au début, quand on m'a envoyé le film en me disant ce que c'était, je me suis dit que bon, c'était des bénévoles qui travaillaient pour accompagner des gens en fin de vie. Et je me suis dit que j'allais être confronté à la question, je suis nul par rapport à ces gens, quoi. Ils sont meilleurs que moi. Et puis finalement, je me suis aperçu que je me sentais plutôt dans la peau de l'accompagné, de personne en fin de vie. Ce qui change la perspective, en fait. Je me suis dit que peut-être on me devait des choses. On me devait un minimum d'attention quand j'en serai là, quoi. Voilà, bon, après, il y a des détails, mais ça, c'est... bref. Une phrase qui m'a frappé et qui m'a paru... j'ai ma tristesse en moi, je ne veux pas la faire voir aux autres. Bon, mais ça, c'est quand même une grosse partie du problème, quoi. Trop de pudeur. Trop d'essence par rapport à ça, trop de volonté d'apparaître bien. Après, accessoirement, je me suis demandé pourquoi les médecins font un pronostic, en fait. Pourquoi ils disent dans 3 mois, enfin, ils en savent... en général, c'est assez flou, quoi. Donc pourquoi dire? Pourquoi pas laisser, bon, quand on meurt, quoi. Qui demande vraiment un pronostic, quoi? Est-ce que les malades le demandent? Est-ce que la famille le demande? Bon, c'est une question que je vous pose, hein, très directement. Peut-être que Claire Fourcade peut répondre. Absolument. C'est une question qu'on nous pose tous les jours dans presque toutes les chambres, les patients et les familles. Mais par contre, là où je vous rejoins complètement, c'est que, en tout cas, dans ma pratique, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre et on ne devrait pas répondre. Même quand on insiste. Alors, on voit bien beaucoup. Alors, c'est beaucoup les proches qui posent des questions parce que ça permet de diminuer cette impression que tout nous échappe. Et que si on a un temps, si on peut cadrer, ça donne l'impression de récupérer de la maîtrise sur ce qui se passe. Or, en fait, moi, ce que je dis tous les jours à tous ces patients et à leurs proches, c'est que en fait, le pronostic n'est pas une question médicale. C'est une question très personnelle. Il y a des patients qui lâchent prise alors que nous, on avait l'impression qu'ils avaient encore des ressources. D'autres, au contraire, qui vivent et on se demande qu'est-ce qui les fait vivre, qu'est-ce qui les maintient en vie. Et donc, c'est une question très personnelle. Et donc, c'est absolument impossible de faire des pronostics. Absolument impossible. Et donc, on ne devrait jamais faire de pronostics. Et je pense que c'est un des éléments, peut-être on va en débattre tout à l'heure, mais dans la loi qui vient, cette question du pronostic est une question centrale. Et il y a une illusion vraiment complète à faire croire aux gens que la médecine est capable de faire des pronostics. Et moi, je pense que c'est une chance qu'elle n'en soit pas capable. Chacun vit avec ses ressources, avec sa force, avec son histoire, avec son envie ou son désir de vivre ou son absence de désir. Et c'est pas la médecine qui décide ça. Michel, vous vouliez réagir? Non, mais je pense effectivement qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de pronostic. Ouais. Que les gens... Bon,
Ouais, bon, mais j'ai relevé des trucs qui sont peut-être des détails. Hein, allez-y, continuez. Et c'est très émouvant quand on parle du maquillage. Du maquillage? Pour une femme. Oui. Je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose qui m'avait échappé chez les femmes, quoi. Ce désir de se maquiller alors qu'on va mourir. C'est très, 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 très horrible. Émouvant. Laurence? Oui, j'ai trouvé effectivement que c'était ce qui était particulièrement émouvant. On voit que c'était le désir de vivre jusqu'au bout. Oui. Et le maquillage fait partie de ce oui, mais désir. je ne suis pas une femme, donc je comprends. Il n'y a que des femmes autour là. Et cette importance du maquillage, parce que je l'ai vécu. J'ai connu une femme relativement jeune qui est morte. Et ça m'avait frappé. Le fait de désir d'être maquillée, quoi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'est étonnant chez les femmes. Ça, je ne suis pas sûr d'avoir tout vraiment compris, mais c'est étonnant. Bon, après, oui, il y a un point, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut prendre conscience de la... qu'on va mourir ou pas. Enfin, penser trop à ça. En voyant certains, je me suis dit qu'ils pensaient toujours, même s'ils étaient condamnés, qu'ils allaient vivre éternellement, quoi. Je me demande si on n'a pas besoin de s'imaginer qu'on va être éternel pour vivre, quoi. Alors moi, je suis complètement d'accord. Ça fait 25 ans que je vois que la vie se glisse dans tous les interstices qu'on lui laisse. C'est incroyable la puissance de vivre et d'espérer. Même quand les choses paraissent vraiment parfois très noires d'un regard extérieur, la capacité à espérer est tout à fait stupéfiante. La capacité de l'être humain à voir du positif, à faire des projets, même petits. Et je crois que c'est très important pour nous de respecter ça. En plus, j'ai l'impression, enfin, là, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est reçu ou pas, que c'est meilleur pour la santé. Bien sûr. D'être optimiste, quoi. Bien sûr, et c'est hyper important, je trouve, pour nous soignants, de respecter ça aussi. Il n'y a pas de bon modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire face à la mort et de la regarder en face, on n'est pas obligé d'être prêt. Chacun fait son chemin comme il peut, comme on vit comme on peut, et on continue jusqu'au bout. Et j'ai une collègue qui dit toujours qu'on ne travaille pas dans des mouroirs, mais dans des vivoirs. Et je trouve que c'est vraiment très juste, c'est-à-dire que la vie, elle est présente, et on le voit très bien dans ce documentaire, à quel point c'est vivant. Et c'est vivant jusqu'au bout. Et ça, quand on le dit, c'est pas facile à faire comprendre. C'est vrai qu'il n'y a aucun moment où les gens vous disent « regardez votre mort en face ». Non, c'est pas la question, quoi. C'est pas la question du tout. Enfin, ça se pose pas comme ça. Alors, il me semble que moi, ce qui m'a surpris dans ce documentaire, c'est à quel point la vie s'ouvre et redevient impossible à partir du moment où la souffrance est prise en charge. Et il m'a semblé qu'il y avait une espèce de mensonge autour de la souffrance, parce que quand on parle de la fin de vie, on vous dit la fin de vie abrégée, est-ce que vous voulez mourir dans la souffrance ou est-ce que vous voulez qu'on abrège votre vie ? Et en fait, la question ne se pose pas du tout dans ces termes. Je trouve qu'on le voit très bien à travers ce soulagement de la souffrance qui est médicalement pris en charge dans le documentaire, mais qui est aussi l'accompagnement, la dimension humaine de l'accompagnement. Et à quel point le possible se réouvre, l'envie revient dès que vous êtes accompagné dans tous les sens du terme. La révolution des soins palliatifs, c'est de considérer que la souffrance est quelque chose de global. C'est une Anglaise qui a pensé ça dans les années 50, c'est-à-dire on ne souffre pas seulement physiquement, mais on souffre aussi psychologiquement, moralement, philosophiquement, socialement, d'avoir perdu sa place dans sa famille, au boulot. Et c'est l'écoute de l'ensemble de ces souffrances. Et c'est ce qu'on voit très bien là, les bénévoles, ils viennent aussi dire ça. Vous comptez pour nous, vous comptez pour la société, vous valez le coup qu'on soit là alors que rien ne nous y oblige. Et on voit bien à quel point c'est quelque chose qui aide à vivre. Je crois que c'est intéressant aussi dans ce documentaire, c'est qu'on voit bien l'ambivalence des gens qui peuvent penser quelque chose à un moment T et puis qui peuvent changer d'avis, notamment sur le rapport qu'ils ont à leur envie de mourir. Est-ce que ça ne montre pas qu'il est difficile de choisir une fois pour toutes de mourir ? Enfin, le choix libre et éclairé n'est pas possible. Bon, pour être honnête, je pense que l'envie de mourir n'existe pas, quoi.
Enfin, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas du tout. Je pense que l'envie de ne plus souffrir existe. L'envie de mourir, j'y crois pas des masses, quoi. Enfin, j'y crois, mais alors c'est justement ce qu'il faudrait éviter, quoi. Mais c'est pour ça que je pense que l'euthanasie est une régression de civilisation. Parce que ça, j'ai bien connu l'envie de mourir jeune. C'est l'envie de ne plus être à charge. Et donc le message, est-ce impératif, c'est non. Vous n'êtes jamais à charge. Tu n'es pas à charge. Et ça, bon. Et c'est vrai, chez les pauvres, hein, surtout, l'envie de ne plus être à charge. Il y a une dimension économique évidente. Donc, mais l'envie de mourir en elle-même, non, j'y crois pas. Mais on a envie de plus. On a. Enfin, par des siècles de conditions difficiles, on était dressés à l'idée qu'il ne faut pas être à charge. Claire Faucard, vous avez l'impression que c'est un argument qui est intériorisé effectivement par les malades et que cette envie de mourir en fait est avant tout une envie de ne pas peser sur autrui? Alors il y a plusieurs choses. Il y a les conditions dans lesquelles on vit, c'est-à-dire ne plus vivre dans ces conditions-là, si on souffre, si on est seul. Et puis ça rejoint un petit peu ce que vous citiez en premier, la tristesse intérieure, le fait de ne pas vouloir montrer. Il y a aussi ça, l'idée de ne pas peser sur ses proches. On voit que dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est une des premières motivations pour demander l'euthanasie, c'est la crainte d'être un fardeau pour ses proches. Et donc c'est aussi ça, ces bénévoles, c'est aussi ça qu'ils font. Ils viennent dire, vous n'êtes pas un fardeau pour la société. Ils viennent manifester ça. C'est-à-dire qu'une société solidaire qui prend soin, à certains moments on est accompagné, à d'autres on est accompagnant. Dans sa vie, ça varie. Et la société vient dire, vous comptez pour nous et vous n'êtes pas un poids pour nous parce que vous avez aussi des choses à nous apporter. Et ça, je trouve que c'est important. On voit bien aussi à quel point là, il y a de l'échange. Et tant qu'il y a cette relation, parce que nous, on reçoit bien plus largement, je dirais, que ce qu'on donne. Hein, c'est ça qui fait qu'on peut rester. Et parce que, voilà, on a des choses à donner jusqu'au bout de sa vie. Et ça, c'est pas toujours facile à faire entendre non plus. Et dans le projet de loi qui aujourd'hui est présenté à l'Assemblée, en introduction, le député socialiste Falorni dit que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison. Oui, bon, ça c'est juste bidon, quoi. Non, il sait bien qu'on peut guérir la douleur physique. Enfin. C'est malhonnête, quoi. Vous lisez d'ailleurs dans votre texte que vous avez écrit. Oui, c'est super malhonnête. Qu'est-ce qu'il dit Falorni, il dit. Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Les deux sont faux. Enfin, je veux dire, n'est plus que souffrir. Bon, la souffrance, c'est physique, c'est traité grâce à de magnifiques avancées chimiques. Et sans espoir de guérison, ça, c'est plus juste. Mais vous savez bien, vous, comme médecin, que c'est jamais vrai à 100%. Le sans espoir de guérison, c'est 0% d'espoir. C'est trop demander à un médecin de dire 100% de oui. C'est pas une science, c'est pas de la physique quantique, quoi. C'est autre chose. Donc les deux sont faux. En fait, il y a un travestissement des mots dans ce débat, parce que rien que ce mot « aide à mourir », il est affreux, parce que ce que font les bénévoles dans le film, ils aident des gens en fin de vie, donc quelque part, ils les aident à mourir, mais ce qu'on appelle, c'est-à-dire tenir, est-ce que aider à mourir quelqu'un, c'est pas lui tenir la main et lui montrer combien il a du prix à nos yeux. Et ce qu'on appelle aide à mourir aujourd'hui, c'est raccourcir la vie de quelqu'un, c'est l'euthanasier. Donc il y a un travestissement par les mots, de même que cette idée de la dignité, qu'on ne serait pas digne. Et Michel Houellebecq, vous avez écrit des choses magnifiques sur justement la dignité. De quoi vient la dignité? Est-ce que être en vie n'est pas... Il trois paragraphes plus loin, quoi. Au fil des ans et des lois, depuis 1996 jusqu'à 2016, de droits essentiels ont été obtenus. Le droit de ne pas souffrir, ça c'est
loi sur la sédation profonde et continue, on va en parler. Il y a le droit de ne pas souffrir et le droit de ne pas subir, c'est le droit de dire non à un traitement thérapeutique. Les deux existent déjà dans la loi. Il faut le répéter. Il dit lui-même les arguments contre faire une nouvelle loi, quoi. Il faudrait qu'il s'écoute lui-même. Il se coule, dès la première page, l'exposé des motifs. Je voudrais justement qu'on voit peut-être un extrait du documentaire où on voit justement cette question collégiale de la sédation profonde et continue, parce qu'il y a des cas, effectivement, où on arrive un peu au bout de cette aide en soins palliatifs et on a recours à ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Et je voudrais qu'on voit un petit extrait et après qu'on débatte de ça, parce que quelle est la différence entre ce qui existe, ça, et l'euthanasie, justement. Sinon, au sujet de sa demande de sédation, Cyril, du coup, est venu la voir hier pour donner un deuxième avis. Et alors, nous, entre nous, apparemment, ça allait tendre vers un accord. Je sais pas, Marjo, si toi, tu as des précisions là-dessus, que c'était... Oui. Ouais. Cyril, elle est éligible tant sur le plan de la souffrance psychique et physique, on va augmenter les dosages en peu de temps en plus. Bah ouais, sérieux. Elle est là depuis 24, on a commencé quoi? On a suivi semaine dernière. Ouais. Semaine dernière, ouais, et là on est déjà à 100 mg, donc tu as ça et la souffrance psychique évidemment. J'ai le dit qu'à court terme, l'écoulement au niveau de mon nombril, rien que ça. Ouais. Ah, c'est punchy. Ouais, mais j'avais l'année dernière, c'est terrible. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il faut... C'est ce qu'elle veut, là. C'est horrible de cet instrument-là qu'on fait. C'est dur ce qu'elle lui dit. Oui, elle l'a formulé quand même dans plusieurs fois. Après, c'est vrai qu'elle est troublante parce que dans les moments, même là, ce matin, là où c'est troublant, mais là, c'est très personnel, ça n'enlève pas le fait que je pense que c'est ce qu'elle veut et tout, mais il y a des vrais contacts, même plutôt joyeux avec elle. Là, on a de la bonne musique italienne, elle a des échanges, t'as une impression sur des moments qu'il y a des échanges qui circulent encore, mais tu sens que c'est très ponctuel, mais elle en encourage. Donc, ouais, on ira discuter avec elle. Après, c'est elle qui décidera de quand. Ouais. Claire Fourcade, c'est quoi la différence entre la sédation profonde et continue et l'euthanasie? Alors, ce qui est important, c'est que depuis la loi de 2005, on utilisait déjà ces pratiques. En tout cas, depuis la loi de 2005, c'est écrit dans la loi que nous, les médecins, on doit soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. Alors ça, c'est vraiment très important, parce que je pense que beaucoup de gens l'ignorent, c'est-à-dire qu'on doit tout mettre en œuvre, tout ce qui est à notre disposition. La loi de 2016, elle est venue préciser les conditions, on fait varier le niveau de conscience, on fait en fait une anesthésie générale quand il y a des souffrances qu'on n'arrive pas à contrôler, ou quand quand un patient demande un arrêt d'un traitement de maintien en vie et que ça pourrait entraîner un inconfort, on a l'obligation, là aussi, de soulager. Et ce qui est important, c'est la première différence, et qui est essentielle pour moi, c'est la question de l'intention. Quand on utilise des médicaments de sédation, l'objectif, c'est de soulager. Et moi, je dis toujours que je ne pourrais pas travailler en soins palliatifs si on n'avait pas ces pratiques. C'est elles qui nous permettent de dire à un patient, on va rester jusqu'au bout, on ne vous laissera pas tomber, on sera là quoi qu'il arrive. On ne s'enfuira pas, parce que sinon, parfois, on aurait la tentation de s'enfuir. Et c'est ces médicaments-là, parce qu'on sait qu'on pourra soulager, qui nous permettent de rester. Et ça, c'est essentiel. Et l'objectif, c'est de soulager. L'objectif de l'euthanasie, c'est de faire mourir. Et donc, il y a vraiment deux objectifs complètement différents. Dans un cas, on cherche à soulager et on prend des risques pour soulager, discuter avec les patients et avec leurs proches. Dans l'autre cas, on décide de faire mourir. Et donc ça, je crois que c'est vraiment une différence essentielle qui permet de poser le débat dans des termes clairs. Michel Houellebecq, vous êtes d'accord que c'est une distinction qui est subtile mais essentielle? Disons qu'il y a un point sur lequel je suis d'accord en principe, que j'aimerais que vous me confirmiez. Disons, ce que j'en comprends, vous donnez des médicaments très forts qui vont soulager la douleur et éventuellement peuvent raccourcir la vie. C'est bien ça? Alors, les médicaments qu'on utilise pour les sédations, ce n'est pas des médicaments pour la douleur, c'est plutôt des médicaments d'anesthésie, c'est des médicaments qui font dormir, en fait, qui diminuent les perceptions. Et en fonction des doses qu'on utilise, ça va être plus ou moins long, plus ou moins profond. On peut, voilà. Ce qui est important, c'est que c'est pour ça que ça demande une réflexion aussi importante, c'est que c'est le médecin ou l'équipe soignante qui prend la main
sur l'état de vigilance des personnes. Mais bon, moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous ne puissiez pas faire autrement que de donner ça pour soulager la douleur. Et si vous me dites que c'est le cas, oui, évidemment, je suis d'accord. Oui. Laurence de Charette. Oui, je pense que c'est vraiment un point qui est vraiment très souvent ignoré, et on le voit constamment dans les débats qu'on voit à droite à gauche, c'est-à-dire que cette prise en charge de la souffrance, au risque de la mort, mais cette prise en charge de la souffrance jusqu'au bout, elle existe, elle est déjà possible, et vous l'effectuez, c'est un geste que vous faites, que les médecins font tous les jours, soulager jusqu'au bout. Et c'est un élément très important, surtout, je trouve, dans presque plus souvent qu'on le fait, c'est le fait d'en parler avec les patients, de dire ce qui est possible. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce qui empêche de vivre, c'est la peur de souffrir, la peur c'est plus la peur que le réel. Il y a, heureusement, assez peu de patients qui sont dans des souffrances qu'on a du mal à contrôler, mais c'est toujours la crainte qu'on a, ou la crainte de s'étouffer, la crainte de symptômes difficiles à contrôler, de pouvoir dire, mais on a des médicaments qui permettent de vous soulager, et nous, même souvent, on fait des tests avec les patients, on leur fait tester les médicaments pour qu'ils voient que ça fonctionne, et du coup, après, voilà, il y a une espèce... Après, souvent, on n'en a plus besoin, en fait. Une fois que la crainte est tombée, une fois qu'ils sont rassurés sur le fait qu'en cas de besoin, on a ce qu'il faut, ça permet de continuer à vivre. En fait, une fois qu'on a enlevé l'énorme caillou de la peur de souffrir qui est devant soi, ça permet de continuer son chemin de vie un peu plus longtemps. Et pour vous, il n'y a pas de cas limite qui ne rentrent pas dans toute cette palette de soins, y compris la sédation profonde et continue? Il n'y a pas des cas qui achoppent qui, par définition, ne rentrent pas dans ces cases-là et qui sont d'ailleurs utilisés par les partisans de l'euthanasie pour dire voilà, il y a des cas qui échappent à toutes ces configurations. En fait, la loi, elle nous donne les moyens de répondre pour toutes les personnes qui vont mourir. Ce à quoi elle ne répond pas, et c'était un choix des législateurs à l'époque, c'est la question des gens qui veulent mourir. C'est-à-dire de gens qui ne sont pas tout à fait en fin de vie et qui veulent anticiper. Et là, la loi a choisi de ne pas répondre à cette situation-là. Et donc, c'est ces situations-là qui nous sont montrées, des gens qui partent sur leurs deux pieds, voilà. Mais nous qui accompagnons des gens qui sont en fin de vie, on a les moyens de soulager, les réanimateurs disent la même chose, enfin, toutes les spécialités le disent. La loi nous donne les moyens quand elle est connue, quand elle est appliquée. Je voudrais qu'on aborde la question du projet de loi en cours, qui va donc être discuté en commission la semaine prochaine en vue d'une adoption au Parlement en mai prochain. Michel Houellebecq, vous êtes, vous l'avez dit, opposé à la légalisation de ce qu'on appelle l'aide active à mourir. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi qui va être dissocié donc en deux textes, un texte sur les soins palliatifs et un texte sur spécifiquement l'aide, ce qu'on appelle l'aide à mourir? Je vais laisser parler Claire Fourcade parce que, bon, je pensais qu'effectivement c'était légitime de dissocier entre soins palliatifs et suicide assisté plus euthanasie. Ça a été fait, mais apparemment vous craignez que le fait que ce soit débattu le même jour soit une espèce d'arnaque en cours. Et ce que je crois aussi, mais peut-être vous avez plus d'arguments que moi pour dire que c'est... Claire Fourcade. Alors en tout cas, c'est extrêmement important que ça ait été séparé. Et je suis même étonnée, je trouve que ça a changé complètement l'ambiance des discussions, en tout cas sur le volet soins palliatifs. Le fait que les soins palliatifs soient moins utilisés, en tout cas comme alibi, pour rendre plus acceptable l'euthanasie et le suicide assisté, ça permet de discuter sur les soins palliatifs de façon tout à fait différente, avec les rapporteurs, avec le gouvernement. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Après, on sent bien qu'il y a la crainte des promoteurs de l'euthanasie et du suicide assisté, que c'est plus difficile de faire passer un texte où les soins palliatifs ne servent plus de paravent à ce qui vient derrière. Mais voilà, je pense que ça va quand même permettre d'éclaircir un petit peu les choses et de mieux poser le débat. Je trouve que dans l'exposé des motifs d'Olivier Falorni, il nous dit que c'est une loi d'un ultime recours. Or, le contenu de son projet de loi, c'est absolument pas un ultime recours, c'est la création d'un nouveau droit qui doit être ouvert le plus largement et le plus facilement possible à tous. Alors, ça peut se défendre, mais il faut dire les choses clairement. C'est pas du tout un projet de loi d'ultime recours, c'est un projet de loi de création d'un droit à demander le moment de sa mort. Et ça, je trouve qu'il c'est important que les termes du débat soient clairs, qu'on puisse savoir, que les députés puissent savoir de quoi il est question. Bon, là, ça devient une question un peu ennuyeuse, mais Eugénie, enfin, du point de vue technique parlementaire, est-ce que le fait que les deux projets soient déposés le même jour, enfin en même temps, est un risque, quoi, en fait?
Je savais que vous allez me poser une question de droit parlementaire pour me piéger. Mais c'est pas pour vous piéger. Vous vous moquez de mes compétences. Rien, et je peux poser des questions. Je crois que Laurence connaît bien mieux que moi les subtilités du droit parlementaire, elle va vous répondre. En tout cas, je pense que vous avez tout à fait raison, M. Boulet. C'est-à-dire qu'il y a un piège dans cette idée de textes qui sont à la fois séparés, ça c'était une volonté des premiers ministres, et ça assainit le débat quelque part. On a posé clairement que l'un n'est pas la continuité de l'autre, et encore que dans ce fait de leur lier les destins en les faisant voter le même jour, Olivier Falorni a fait une déclaration tout à fait éclairante, il a dit on ne pourra pas voter l'un sans l'autre. Eh bien ça, normalement, il n'y aurait aucune logique. On ne voit pas du tout pourquoi il faudrait voter les soins palliatifs, voter l'euthanasie pour voter les soins palliatifs. Et donc de lier les destins, c'est une hypocrisie. Et cette montée au créneau des gens qui souhaitent absolument l'euthanasie montre que finalement, ils ne souhaitent pas l'euthanasie pour éviter la souffrance, mais il y a une idéologie de l'euthanasie. Une partie de l'ADMD, notamment, qui défend l'euthanasie pour l'euthanasie, et non pas l'euthanasie pour soulager la souffrance, parce que ça, les soins, on pourrait tout à fait décider que on généralise les soins palliatifs. Il faut quand même savoir qu'en France, la moitié des gens qui en ont besoin n'ont pas accès aux soins palliatifs. On pourrait décider d'accélérer fortement les soins palliatifs et de voir après si la demande subsiste. Or, dans le reportage, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on offre les soins palliatifs, la demande de mort, elle n'existe quasiment plus. Je crois que le directeur de la maison, là où on a filmé, il dit que dans de toute sa vie de professionnel, il a vu une demande persistante. Donc, il n'y a pas de raison de lier ces deux textes, de lier le destin de ces deux textes. Michel Houellebecq, vous avez écrit un texte pour le Harper Magazine qui s'appelle intitulé The European Way to Die, la voie européenne pour mourir, on pourrait le traduire ainsi. Et vous dites finalement qu'il y a une distinction entre, d'une part, ce qu'ont mis en œuvre certains pays anglo-saxons, le suicide assisté, je vous laisse finir. Et la manière dont on veut le mettre en œuvre en Europe et peut-être en particulier en France, c'est-à-dire non pas simplement on donne les moyens à quelqu'un de se donner la mort, mais c'est le corps médical qui donne la mort. Est-ce que vous pouvez nous dire la distinction entre les deux et pourquoi, selon vous, il y a là une spécificité disons que continentale. Les Américains, il y a une forte présence de l'idée de liberté individuelle dans la politique américaine, le droit américain et tout ça. Donc effectivement, enlever à quelqu'un, le droit au suicide, ça leur viendrait même pas à l'idée. Aider quelqu'un au suicide, ça leur vient à l'idée, oui. Donc ces deux... Bon, j'ai écrit ce texte, en fait, je vous... Je vais essayer de détailler un peu parce que pour montrer que c'est vraiment pas la même configuration, si vous voulez. Je l'ai là, si vous voulez. Oui, j'ai mon texte, mais c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais vos notes. Vous avez pris trop de notes. Je vois que vous avez, vous avez même des cartes. Voilà, bon. Ouais. Donc, c'est les États américains qui ont... On va le montrer. La caméra, tout ça. Qui ont légalisé le suicide assisté. Bon, déjà, vous constaterez qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Oui. C'est par ailleurs, il y a des conditions vraiment... Bon, alors les Américains, c'est une loi par État, mais en fait, ils ont tous à peu près copié sur l'Oregon, qui est la première État. Donc, déjà, ça consiste à donner un poison à quelqu'un. Déjà, le poison est délivré par un médecin. Il y a 2 médecins même qui interviennent parce qu'il faut un diagnostic de mort proche, quoi. On sait avec les réserves qu'on a là-dessus, mais le patient doit renouveler 2 fois sa demande, une fois, enfin avec des témoins. C'est très encadré quand même. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, on fournit le poison. Personne ne peut donner le poison
même si quelqu'un. D'ailleurs, c'est interdit de le donner à quelqu'un qui n'a pas les moyens de l'administrer. D'accord. Donc voilà, c'est ce cadre-là, l'aide américaine à mourir. Bon, et là, effectivement, je suis moins contre. Oui. Je sais pas vous, mais enfin, moi, je suis un peu moins contre, quoi. Qu'est-ce qui vous dérange davantage dans la manière européenne ou française, dans l'occurrence, d'octroyer l'aide à mourir? Qui le fait déjà. Qui tue? Je ne pense pas qu'on puisse demander de ça à un médecin, ni à un infirmier. Je ne pense pas qu'on puisse lui demander ça. Là, la personne se suicide. Et l'action de la société consiste à lui fournir le poison. Par ailleurs, les médecins ont le droit de refuser. Ils ont, comment ça s'appelle, une clause de conscience. Oui. Donc voilà, c'est pas... aider les gens à se suicider, c'est une chose, les euthanasier, c'en est une autre. Enfin, je pense qu'il y a une différence. Mais ça veut pas dire que je suis pour le suicide assisté. Hein. Parce qu'il y a toujours la... Bon, par exemple, si vous êtes médecin et quelqu'un vient vous demander ça, c'est difficile, quoi. Claire Fourcade, vous êtes d'accord avec cette distinction Oui, effectivement, il y a vraiment deux choses différentes, parce que dans les pays qui ont légalisé le suicide assisté, c'est aussi le cas de la Suisse, près de chez nous, même si ce n'est pas exactement une légalisation, en tout cas, il y a une liberté plus grande pour les patients de changer d'avis. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voit, c'est l'ambivalence extrême de la fin de vie, vouloir puis ne plus vouloir, et puis vouloir à un moment. Et plus on est engagé dans une procédure rigide, plus c'est difficile pour un patient de revenir en arrière ou de dire qu'il a changé d'avis. Les États-Unis, c'est différent de la Suisse dans ce sens-là, parce que la Suisse, ça peut être quelqu'un qui donne le poison au patient. Les États-Unis, c'est simple. Le pharmacien donne le poison, pardon. Ce poisson, c'est moins létal. Le garde chez lui, et voilà, c'est tout. L'intervention de l'État s'arrête là. Et c'est vrai qu'il y a une statistique quand même très frappante, parce que dans les États qui ont autorisé le suicide assisté, donc le fait de donner le poison, on a calculé combien de gens, effectivement... 34%. Dans l'Oregon. Ils ne l'ont pas pris au bout d'un an. 50% dans d'autres États. Ouais. Il y a une partie, ils ne vont même pas le chercher. Si, ils vont le chercher, ils gardent chez eux. Et ceux qui vont le chercher, il y en a une partie qui ne le prennent pas. Effectivement, moi je ne serais pas contre un poison chez moi, enfin, éventuellement. Il faut se méfier quand même, parce qu'il y a des... Mais bon, disons, dans cette logique de liberté individuelle propre aux États-Unis, je ne la rejette pas entièrement. Bon, voilà. Il me semble que dans ce texte très beau, vous soulignez notamment le rôle qu'on fait jouer à l'autre, c'est-à-dire que devient cet autre qui vous a donné la mort. Vous dites, admettons que j'ai donné la pilule à un de mes amis. Oui. Est-ce que si quelqu'un, je suppose que j'aurais eu accès par le darknet à d'acheter du poison, si un ami me demande. Tu me donnes, rends-moi ce service, est-ce que je le fais ou pas? Et après, comment je me sens si l'ami en question l'a pris. Donc c'est pas un truc qu'il faut imposer aux gens, quoi. Enfin, et encore moins aux médecins, les pauvres. Je pense que je suis touchée de ce que vous dites, parce qu'assez peu de personnes se posent la question. Le soin est une relation. On est en relation avec nos patients, on noue des liens avec les patients. C'est ça qui est la condition du soin, c'est d'entrer en relation et être celui qui vient interrompre cette relation. Et puis le réel, je pense qu'on oublie souvent le réel, c'est-à-dire que ce produit, il faut le préparer, il faut l'injecter, il faut rentrer dans la chambre, il faut dire au revoir. Enfin, il y a avec tout ça, et puis il faut rentrer chez soi le soir et répondre quelque chose à la question « Comment s'est passée ta journée ?» Qu'est-ce que je réponds à ça? Enfin, qu'est-ce que je dis à mes enfants? Enfin, voilà. Et
tout ça auquel je trouve on pense assez peu. Moi, dans aucun pays qui ont légalisé l'euthanasie, il n'y a d'accompagnement, on ne sait rien. Il n'y a aucune publication, on ne sait rien de l'effet produit sur les soignants dans aucun pays, ce qui est quand même assez saisissant, parce qu'il y a assez peu de sujets comme ça ou qui sont absents complètement de la recherche. Au Canada, il y a 30 médecins qui réalisent 4000 euthanasies. Il y a 30 médecins qui réalisent 40% des euthanasies, c'est-à-dire comme il y en a 10 000. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on appelle ça des super prestataires au Canada. C'est-à-dire des gens qui font en moyenne 150 euthanasies par an. Voilà. Enfin, comment on accompagne tout ça? Comment en société on vit avec ça? Et qu'est-ce qu'on demande à un soignant quand on lui demande d'être celui qui, pour la société, fait ce geste? Bon, je peux faire une énorme... parenthèse. Digression, allez-y, oui, bien sûr. Digression, parce que je viens d'avoir vu un avocat, pas Badinter, mais un autre, qui avait été très contre la peine de mort. Et il disait, bon, à une époque où les Français étaient vraiment 75% pour la peine de mort, en pratique, les jurys condamnaient assez peu la peine de mort. Alors, le jury, en principe, était tiré au sort dans la population. Hein. Et bon, plus on se rapproche, plus on a du mal. Et si on avait demandé aux jurés d'exécuter eux-mêmes le condamné, il y aura encore moins de gens. Quoi. Donc il faut tenir compte des gens qui auront à faire la chose, quoi. De leur Je pense que c'est pas du tout une digression, enfin, c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire que voilà, quand on connaît les gens, quand on les a regardés, quand on les a accompagnés, qu'on connaît leurs enfants, voilà, et je pense que c'est pas seulement difficile pour les soignants, je pense que c'est tout le corps social aussi qui du coup, on n'entre plus en relation de la même façon. Dans le débat, il y a eu au printemps la question de savoir si les proches pouvaient faire le geste, c'était inclus dans le projet de loi initial. Il y a eu un débat à l'Assemblée pour savoir même si des proches mineurs pourraient faire le geste. Oui, donc voilà. Bon, franchement, à la limite, je préfère encore les proches, quoi. Que demander ça à un médecin. C'est pas son boulot. Il s'est pas engagé dans cette carrière pour ça, quoi. Non. Je suis entièrement d'accord. Michel Mavet, je voulais vous poser une question peut-être un peu personnelle, parce que dans ce texte The European Way to Die, vous dites tous les adversaires que je connais sont par ailleurs de l'euthanasie que je connais sont de fervents chrétiens. Seul agnostique parmi eux, je me sens parfois incompris. Et c'est vrai que c'est rare une parole contre l'euthanasie. Oui, mais c'est un manque de culture. Mais est-ce que vous... J'ai un autre document, c'est vachement intéressant. Bon, c'est assez... Excusez-moi, on peut... Non, mais vous êtes venu avec un... entre-temps. Oui, du matériel et de la documentation. Oui, j'ai de la documentation, ouais. Ah putain, mais en plus, je suis mal organisé, quoi. Mais bon, c'est une espèce... Bon, je vais meubler un peu en attendant que je le retrouve. C'est une espèce de site américain, pas mal fait d'ailleurs, qui est consacré à ce sujet. Bon, alors là, il classe par religion. Alors ça m'a un peu étonné, parce qu'il y a beaucoup de religions, mais en fait c'est parce que c'est américain, il y a beaucoup d'églises protestantes, quoi. Et donc ça classe les... Ouais, pour ou contre. Ah, ceux qui sont pour ou contre, d'accord. Et donc les contre, c'est essentiellement des religieux. C'est toutes les religions, les principales religions du monde. Oui. Il y en a très peu, il n'y en a aucune qui est pour, sauf l'unitarienne, universaliste. Les unitariens, oui. Oui, les unitariens. Bon, alors les grosses, ils sont toutes contre, quoi. Ouais. Pour bouddhisme, catholique, ouais, évangélique, orthodoxe, hindouiste, islam. Bon, judaïsme, ça fait déjà beaucoup de monde, tout ça. Donc, c'est pas uniquement, je sais pas, il n'y a pas forcément besoin d'être catho-réac pour être contre l'euthanasie, il y en a d'autres. Bon, par ailleurs, c'est un manque de culture, parce que beaucoup de philosophes, ils n'ont pas parlé de l'euthanasie. Bon, par exemple, Kant. L'euthanasie, il n'en parle même pas, parce que ça lui paraît inconcevable. Mais il se prononce contre le suicide, très nettement.
les gens qui ont pensé au cours des millénaires qui ont précédé ont en général été contre. Bon, un autre exemple, par exemple le serment d'Hippocrate, qui est assez clair quand même. Oui. Hippocrate, c'est à peu près l'époque de Platon, quoi. C'est largement avant le christianisme. Donc, mais là, je suis désolé, parce que ça fait toujours argument d'autorité. Mais tous les gens qui ont un peu pensé au cours des millénaires précédents ont été contre, quoi. Donc, il y a une espèce d'arrogance progressiste. Désolé d'employer ce mot un peu vulgaire, mais qui est inouï quand même. Ouais. On balaye toute la sagesse. Toute la sagesse et toutes les pensées même antérieures. Spinoza était contre le suicide aussi. Mais les gens se sont surtout posé les philosophes se sont surtout posé la question du suicide. Parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'une société pourrait envisager de faire ça, quoi. Mais vous, est-ce qu'il y a eu un... Pourquoi personnellement cette question vous tient autant à cœur? Est-ce qu'il y a eu une rencontre, quelque chose? Oui, mais je l'ai dit, c'est la vie qu'on a vécue, c'est les gens qui sont morts, qu'on a connus, etc. Oui. Bon, j'ai dit ça. Il y a autre chose qui est plus lié à ma famille, c'est l'espèce de peur qu'il y avait chez les gens d'être à charge, que je trouvais horrible quand j'étais enfant. Les gens disaient, je veux pas être à votre charge, quoi. Mais si, tu peux. Ben, je veux dire, mais ça c'est vrai chez les gens un peu pauvres, quoi. Je veux pas être à charge. Et effectivement, la dégradation de la vie, enfin de l'état physique, est qu'on est objectivement à charge des autres à un moment donné, quoi. Forcément. Donc voilà, ça vient de ça. Je trouvais que cette idée cette peur d'être à charge m'horrifiait quand j'étais enfant, quoi. Dans Anéantir, vous faites dire à l'un de vos personnages, finalement, l'euthanasie vient du fait qu'on n'aime pas les vieux. Ah oui, non, mais ça c'est vrai. Mais ça, j'ai prévu dans mes livres, les examens de livres. Mais effectivement, c'est lié au traitement général de la vieillesse, oui. Oui. Ça, c'est une question qui traverse effectivement. Enfin, dans votre œuvre, vous posez beaucoup la question du suicide, quand même. Il y a pas mal de vos personnages qui se suicident. Oui, mais c'est pas. Oui. Et dans le dernier, Anéantir... Eugénie, la mort, c'est quand même un des sujets de la littérature. Oui, c'est pas le premier, quoi. Oui, je veux dire. C'est vrai. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que dans votre dernier roman, Anéantir, vous abordez frontalement cette question de la mort à travers la description des EHPAD et de la manière dont on traite la vieillesse dans une société, mais aussi à travers l'agonie de votre personnage principal. Et cette question de l'agonie, j'ai l'impression qu'elle vous travaille. C'est récent, ça doit être parce que je vieillis, hein, mais je me suis dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de suicides dans mes livres précédents, il y a peut-être trop. Et je me suis dit que j'allais peut-être aborder le sujet des gens qui meurent normalement, c'est-à-dire à l'issue d'une longue et douloureuse maladie, comme on dit. Donc la mort normale, quoi, la mort ordinaire. C'est vrai que je n'avais jamais traité ça. Je voulais le faire, ouais. Oui, c'est un de mes buts, oui. Une mort, oui, la mort, quoi. La vieillesse, la mort. Pas la vieillesse, il n'est pas très vieux. Non, il n'est pas vieux. Il n'est pas très vieux, mais l'agonie et la mort. Ouais. Un cancer de la mâchoire. Oui. Page terrible. Et justement, je voulais aborder dans la dernière partie de cette émission, parce que l'heure tourne, la question, vous en parlez dans ce texte, encore une fois, de la manière dont la fiction a anticipé cette question de l'euthanasie. Et c'est vrai qu'on fait souvent référence à parfois des ouvrages ou des œuvres de fiction qui marquent comme ça, comme par exemple Soleil Vert. Ce futur dystopique qui est dessiné par la science-fiction et la littérature, ça vous a beaucoup marqué, vous aussi Je vais rentrer un peu
mon domaine. Là. Non, parce que, bon, en fait, honnêtement, le roman Soleil-Vert est pas terrible. Ouais. Le film est intéressant. Mais une nouvelle assez extraordinaire de Richard Matheson, qui est à peu près contemporaine de Soleil-Vert. C'est les années 50, peut-être un peu antérieur. Bon. Et donc, alors c'est une société de science-fiction, de légère science-fiction. The Test, ça s'appelle. Oui, le test, l'examen, quoi. Où tous les ans, ou tous les 2 ans, je ne sais plus, on fait passer aux personnes âgées un test, à la fois mental et physique, pour savoir s'ils sont, s'ils sont encore en état de vivre sans poser trop de problèmes, quoi. Alors la nouvelle a lieu, ça se passe d'une famille de classe moyenne, pas très riche américaine. Et donc bon, ils ont 2 enfants, ils ont 2 chambres, et ils vivent avec le père du mari, qui occupe une chambre donc. Et donc là, dans la la scène qui ouvre le livre, le fils prépare son père pour l'examen du lendemain. On va décider s'il est bon pour vivre ou pas. Bon, il s'aperçoit que son père va perdre. Il n'a aucune chance de réussir, quoi. Donc, il y a un premier pas de famille où sa femme est consciente de l'enjeu. Elle va peut-être récupérer une chambre, quand même. Non, mais je suis désolé, c'est ça. Hein. Bon. Et il y a un grand... Leur pas de famille se passe dans un grand silence, quoi. Et la Matheson est très fort. Pour rendre le silence dans le couple, le fait qu'ils n'osent pas en parler. On entend voler les mouches, quoi, dans la scène. Bon, après, le père y va le lendemain. Il rentre, il dit rien, il va directement dans sa chambre. Et donc, bon, là aussi, il y a un grand silence. Donc, au repas familial, il y a les 2 enfants. Alors, je vais vous dire les noms des personnages. Il y a Les, c'est le mari, donc le fils du vieux, quoi. Terry, c'est sa femme, et les enfants, je sais pas. Bref. Quand il eut fini de prendre une douche et de s'habiller, il était 5h40. Les enfants venaient de rentrer de leur jeu en plein air et tout le monde était en place pour dîner. Les remarqua un couvert pour son père et se demanda si c'était intentionnel de la part de Terry. Il ne peut rien avaler. Il coupait sa viande en morceaux de plus en plus petits et écrasait du beurre dans sa pomme de terre au four, sans rien goûter. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, comme Jim, c'est un de ses fils, donc s'adressait à lui. « Papa, si grand-père ne réussit pas son examen, il ne lui reste plus qu'un mois, c'est ça ?» Les yeux de Les se fixèrent sur son fils aîné, il sentit son estomac se nouer. « Il ne lui reste plus qu'un mois, c'est ça. » La fin de la question de Jim continuait de résonner dans sa tête. « De quoi parles-tu ? Mon livre d'instruction civique dit que les vieux n'ont plus qu'un mois à vivre si j'échoue à leur examen. C'est bien ça, non ? Non, intervient Tommy, 9 ans. La grand-mère de Harry Sanker a reçu sa lettre au bout de seulement 2 semaines. Qu'est-ce que t'en sais ? Demanda Jim à son cadet. Tu l'as vue, cette lettre ? Ça suffit, dit Les. Pas besoin de la voir, c'est l'infini Tommy. Harry m'a dit que ça suffit. Les 2 garçons regardèrent soudain leur père, devenu blanc comme un linge. La discussion est close.
Mais Jimmy le menaça Terry. Celui-ci tourna les yeux vers sa mère, puis revint à son assiette. Et le repas s'est poursuivi en silence. La mort de leur grand-père ne signifie rien pour eux. Son gel laisse avec amertume, rien du tout. Il avala sa salive, essayait de se détendre. Bah, pourquoi de cela devrait-il les affecter? Ils ont bien le temps de se tourmenter. Pourquoi leur imposer ça maintenant? Leur tour viendra bien assez tard. Non, bien assez tôt. Bon, mais ça, c'est une chose pénible qui peut arriver à un homme. Et c'est percevoir qu'il a donné naissance à des monstres. Qu'il a donné naissance à des monstres. Ouais. Et bon, ensuite après beaucoup d'hésitations, il va dans la chambre de son père, parce que son père n'est pas venu manger, donc. Et bon, je ne vous raconterai pas la fin, parce que c'est... On lira... C'est dommage, parce que la fin, oui, il est assez fort pour les chutes, Manson. Oui. Et donc, bon... Mais... Ce qui est bien, c'est que... Lui-même, il est plutôt soulagé au début. Sa femme est encore plus soulagée. C'est difficile d'être en désaccord avec sa femme, enfin, c'est un peu délicat, quoi. Et donc, bon, mais ses enfants sont ses enfants. Il se rend compte que, voilà. Donc, il se rend compte les enfants auront leur examen d'instruction civique, quoi. C'est ça qui est important de noter. Donc il a donné naissance à des monstres. Et ce cauchemar dans lequel pourrait nous faire basculer une généralisation d'euthanasie, vous pensez qu'il c'est pas exagéré d'imaginer une société où ce soit systématisé? C'est de la science-fiction. Il y a une exagération légère, mais qui est malheureusement pas du tout invraisemblable. Et pourquoi on condamne les vieux à l'euthanasie? Parce que ça coûte trop cher à la Sécu, quoi. Bah, bon, je ne vais pas lire toute la nouvelle, mais c'est clair. Donc, bon, c'est de la science-fiction, mais légère, quand même. Claire Fourcade, vous pensez qu'il y a... Parce que voilà, on accuse parfois les opposants à l'euthanasie de brosser comme ça un futur un peu dystopique où tout le monde aurait recours à l'euthanasie, où ce serait généralisé. Vous pensez qu'il y a un risque réel que ce soit banalisé? C'est ça. Le risque, je pense, c'est pas la systématisation, c'est la banalisation. Et moi, je suis frappée, je ne sais pas comment on peut imprimer, parce qu'on l'a sous les yeux avec ce qui se passe au Québec. Je trouve que l'évolution au Québec, spécifiquement dans la province du Québec, c'est super rapide. C'est hyper rapide, avec des chiffres très importants et surtout des récits de cette banalisation-là. On est invité, on reçoit un faire-part d'invitation pour mon euthanasie dimanche à 15h. J'en ai reçu un, donc voilà. Et c'est ça, c'est la rapidité avec laquelle la puissance normative de la loi rend ordinaire quelque chose qui nous paraît absolument extraordinaire. Les Canadiens ont légalisé, les Québécois ont autorisé récemment la possibilité d'euthanasier sur directive anticipée, c'est-à-dire d'avoir dit à l'avance. Le débat actuellement au Canada qui est de savoir s'il faut attacher les gens qui refusent de se laisser euthanasier alors qu'ils l'avaient dit avant, et que non, il ne faut pas les attacher, il faut les sédater. Ce débat qui nous paraît complètement impossible, enfin moi ça me paraît un débat lunaire, c'est le débat actuellement dans la communauté médicale et gériatrique en particulier au Canada. Et donc ce qui nous paraît tellement décalé, en fait la bascule est vraiment rapide. Michel Houellebecq. Bon, pour être honnête, le projet de loi, on est français, enfin en principe on n'est pas encore là. Disons qu'on peut dire non au dernier moment dans le projet de loi, enfin j'ai bien lu. C'est ça, mais dans la loi canadienne, c'était pareil jusqu'au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'il fallait être en capacité de consentir. Et puis, ça a été retiré. Et dans les débats au printemps dernier, on a eu ce débat-là. Est-ce que c'est possible de dire dans ces directives anticipées, si je suis plus en capacité, je veux être euthanasié? Et là, on ouvre des champs immenses et avec parfois, je trouve, une impression de légèreté
comme si c'était pas si important que ça. Or, je pense que c'est des basculements dont il faudra après du temps pour mesurer l'impact sur une société, mais je trouve que ça le montre vraiment. Michel Houellebecq, si la loi passe comme... est-ce que vous êtes encore optimiste sur la capacité d'une société comme la nôtre à résister à ce qui paraît une espèce de marche en avant progressiste, plébiscitée d'ailleurs par les Français? Vous êtes optimiste, vous, enfin, je veux dire... Non, mais vous avez dit au début que vous étiez optimiste. Que vous étiez pour l'optimisme, en tout cas. Ah oui, j'ai dit ça. Bon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais enfin... Ça m'a étonné aussi, hein, mais... Oui, vous l'avez inventé, Eugénie, mais... Et qu'on soit optimiste ou non, ça ne change rien sur ce qu'il faut faire, quoi. Donc, non? J'en sais rien, moi. Je sais pas, Vous avez écrit que c'est un vote qui restera, que les noms des... Ah bah évidemment, ouais. Que les noms seront gravés. Oui, c'est un... Oui, non, mais c'est pas... Bon... Il n'y a pas... J'ai amené des cartes, hein, parce que il y a un argument, un des plus minables, en fait, mais quand même, il faut le signaler, qui dit la France est en retard, etc. Bon, mettons. Là, c'est la carte d'Europe des pays. Alors, en bleu foncé, c'est les pays qui ont été autorisés l'euthanasie active. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il y a un bloc Belgique-Hollande, il y a un bloc Espagne-Portugal. Et dans tous les autres pays, c'est pas ça, quoi. Donc, si vous voulez, on n'est pas des retardataires abrutis derrière des progressistes enthousiastes et intelligents qui se jetteraient dans l'euthanasie. C'est vraiment très important de le rappeler. Malheureusement, je dois terminer ce débat sur cette conclusion. Nous ne sommes pas des retardataires. J'ai pas attaqué le livre hollandais, c'est dommage, c'était marrant. Oui, je signale d'ailleurs ce livre hollandais aussi, Herman Koch, Le Fossé, qui aborde aussi cette question de l'euthanasie et qui est un très bon roman au ton houellebecquien. Merci à tous pour cette soirée. Merci à vous, Michel Houellebecq, d'avoir accepté de participer à cette conversation. Merci à vous, Claire Fourcade. Merci, Laurence Jarrette, pour ce très beau documentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Le Figaro TV et à bientôt pour un nouveau club Le Figaroïdé.